Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? En décembre 2020, je lançais mon premier calendrier de l'Avent sur Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre là-bas si ce n'est pas encore le cas. Et pour conclure ces 22 jours de cadeaux, j'ai eu envie de faire quelque chose d'un peu différent. J'ai décidé d'inviter l'un d'entre vous à participer à un épisode de mon podcast. Vous donnez la possibilité de donner votre avis sur un sujet et que ce moment soit le vôtre. Alors, je souhaite la bienvenue à Claudine, avec qui nous allons parler plutôt des réseaux sociaux, des influenceurs et de la place des réseaux dans sa vie. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver. Je suis Tia, brown sugar, une touche à tout, qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des gens qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça m'aide à le faire découvrir. Je t'en remercie. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. Bonjour Claudine. Bonjour Tia. Bienvenue dans ma pause café. Merci à toi de me recevoir. Alors, tu es mon invité du jour et tu auras droit aussi à la question vraiment signature de l'émission pour te mettre un peu dans l'ambiance. Alors, première question, tu es plutôt thé ou café? Plutôt thé. D'accord, bon, ça me va aussi. En plus, j'ai bu un café juste avant, donc on prend le thé pour toi, ça me va. Quel genre d'enfant étais-tu? On va essayer de remonter un petit peu le temps pour comprendre un petit peu la femme que tu es. Quel genre d'enfant étais-tu? Alors, il faudrait demander à ma mère, mais parce que j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'enfance, mais j'ai toujours été plutôt sage, une Ouais. enfance sage, calme et plutôt solitaire. D'accord. Est-ce que ça c'est resté avec le temps ou est-ce qu'au contraire, avec les années, tu as totalement changé? Alors, non, j'ai développé d'autres traits de caractère, mais dans l'ensemble, je suis toujours sage, calme et solitaire. Donc, Et les autres caractères qui se sont développés avec l'âge, ce sont lesquels? disons que j'ai plus tendance maintenant à aller vers les autres, mais c'est quelque chose avec lequel j'ai eu du mal pendant très longtemps. C'est un trait de caractère sur lequel j'ai dû travailler, et aussi l'affirmation de soi. Ouais. Donc, voilà, ce sont des traits de caractère que j'ai développés au fur et à mesure, mais sinon, dans l'ensemble, la base est toujours là. C'est toujours la même. Quand on est une enfant solitaire, on a quoi comme loisir? La lecture, Ouais, c'est vrai. oui, beaucoup. Je suppose que ça s'est resté aussi. Oui, tout à fait. Mais peut-être un peu moins le temps et l'occasion de faire de la lecture loisir, mais la lecture, c'est quelque chose qui est toujours resté. Et est-ce que ce côté solitaire, c'était compliqué à l'adolescence? Parce que peut-être qu'enfant, je me dis, c'est peut-être plus facile à vivre, mais tu sais, à l'adolescence où justement, on est dans cette... quand on se cherche, quand on a aussi le regard des autres qui pèse beaucoup, est-ce que tu l'as vécu de manière assez compliquée ou finalement pas du tout, tu te suffisais à toi-même? Je ne l'ai pas mal vécu pour la bonne raison qu'en fait, je suis solitaire, mais j'ai des amis quand même. Disons juste que je privilégie la qualité à la quantité, comme on dit. Donc, j'ai quand même des amis. Donc, ce côté solitaire, c'est aussi voulu. C'est aussi voulu. C'est que je suis pas, j'ai cette façon d'être introvertie qui fait que je suis pas forcément hyper accessible de prime abord. Je donne pas l'air d'être quelqu'un d'accessible de prime abord. Ça, c'est quelque chose qui est souvent revenu. On m'a souvent dit au cours des années. Mais moi, je trouve ça super intéressant, tu vois, ce côté introverti et choisi, parce que c'est vrai que des fois, j'ai l'impression que les personnes introverties le sont justement parce que c'est dans leur gène, dans leur caractère, elles ont été comme ça depuis souvent l'enfance, comme toi, mais des fois, c'est quelque chose de subi parce qu'il y a une très grande part de timidité, alors que toi, c'est totalement le contraire. Toi, tu dis, moi, je l'assume, c'est quelque chose avec lequel je vis bien, et ça, c'est super intéressant parce que je trouve que c'est rare cet aspect-là, tu vois.
Oui, tout à fait. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de connaître et de fréquenter des personnes qui étaient introverties, pas par choix, du coup. Et c'est vrai que ça contraste, ça peut contraster avec ce que moi je décris. Mais effectivement, c'est parce que, comme tu le disais précédemment, je me suis fiée à moi-même. C'est surtout ça. En fait, je n'ai pas, je ne cherche pas la validation en dehors de moi-même. Ça, c'est Donc, génial. Et tu avais déjà ça jeune ou c'est avec l'âge que tu as appris à le faire? Parce que moi, je trouve ça génial de se dire non, j'ai pas besoin des autres et ce que je pense que je suis me convient très bien. alors, oui et non. Parce que du coup, quand j'étais plus jeune, j'ai toujours eu ce petit esprit, on va dire, un peu rebelle sur les bancs. Mais en revanche, ben, comme tous les jeunes, je me suis, quand tous les enfants et même après un petit peu moins jeune, je me suis cherchée, j'ai voulu m'intégrer peut-être. Mais c'est vrai que à chaque fois, je me rendais compte que c'était pas forcément ce que je voulais et du coup, j'en suis toujours revenue à, comme je disais, ma base qui est que mais en fait, je n'ai pas à faire ce que je n'ai pas envie de faire, en fait. Ouais, Je, et voilà. Et ça me vient, du coup, ça me vient c'est surtout ma mère, en fait. qui était comme Ce, ça. ce- voilà, qui m'a inculqué ce petit esprit rebelle, on va dire, et surtout cette manière de ne pas chercher la validation chez les autres et de surtout savoir qui je suis. Elle a toujours voulu que j'ai mon propre esprit. Ça, c'est super important. Et je trouve que c'est vraiment intéressant que ta mère, toi, t'as inculqué cette vision des choses dès l'enfance, parce que souvent, on se dit, ouais, mais l'enfant, il est jeune, il comprendra pas. Alors que je trouve qu'au contraire, c'est super important que petit, on dise aux enfants, ben oui, ok, t'as tes copains, tes copines, mais tu es une personne dans ton entièreté et tu as autant de capacités que les autres. Donc, crois en toi, crois en la personne que tu es et tu verras, ça ne pourra être que bénéfique par la suite. Et je trouve ça génial que ta maman, toi, te l'ait dit, petite. Vraiment, je trouve ça top, top, top. Justement, Oui. on va parler de tes parents. Euh, Est-ce qu'ils ont quand même eu besoin à un moment de mettre l'accent sur les mauvaises influences? Alors, je sais pas pour toi, moi, je te parle de ça parce que moi, quand j'étais petite, ma maman me parlait toujours des mauvaises copines, des mauvaises influences, des choses comme ça. Est-ce que toi, tu as eu droit à ça aussi ou pas du tout finalement? Alors oui, je pense que déjà c'est inhérent à notre culture. C'est vrai, tu penses? Je pense que oui, et je pense qu'il y a une grande part. Ça n'est pas la seule culture où ça existe, mais je pense que dans notre culture, il y a vraiment une grande part de faire attention à ci, faire attention à ça, ne pas fréquenter tel ou tel genre de personnes, pas rester trop tard dehors. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça, de mise en garde, je dirais. Et oui, évidemment, comme toi, j'ai été prévenue et alertée contre les mauvaises influences que peuvent avoir telle ou telle personne. Mais oui, c'est arrivé, mais ça, disons que je n'ai pas été très impactée parce que, comme je te disais, justement, j'avais plutôt tendance à être solitaire, introvertie et très casanière. Ah, en plus, d'accord. D'accord. Est-ce que à l'époque, je sais pas de quelle génération tu es, mais est-ce qu'à l'époque, tu arrivais à t'identifier, par exemple, à des stars à la télé, des actrices, des chanteuses, ou même des artistes, comme tu disais, peut-être des auteurs, des choses comme ça, ou est-ce que pas du tout, t'avais pas ce genre d'influence qui t'impactait? Alors, je suis de 89, donc j'ai D'accord, on est de grandi, la même génération, ouais. voilà, les années 90, tu connais. Et du coup, non, pour le coup, non, ni à la télé, ni chanteuse, ni actrice, ni artiste. Je pouvais apprécier leur art, mais alors l'identification, bah non, je n'ai jamais trouvé à qui m'identifier parce que je pense que justement avec le recul qu'on a maintenant, c'était pas, on n'était pas représenté Ouais. ou le voir à la télé. On s'en rendait pas forcément compte et on avait pour la plupart tendance à plutôt vouloir s'identifier, s'assimiler, alors que c'était pas possible. Ouais, Je parce me qu'on rappelle.
pas le même parcours, on nous ressemble pas, surtout. Voilà. Donc, je me rappelle par exemple qu'avec ma petite sœur, qui on n'est pas très éloignés en termes d'âge, et je me rappelle que le plus loin où ça a pu aller nos essais d'assimilation, c'est quand on jouait par exemple, on se mettait une jupe sur la tête pour mimer les cheveux lisses. Ouais, je sais. Parce que voilà, on voyait qu'il y avait une différence. Nos cheveux n'étaient pas lisses, n'étaient pas raides, mais on se rendait bien compte. Mais de là à dire qu'on s'identifiait, non. Justement, on avait constaté une différence et on avait trouvé, on va dire, une manière de pallier à cette différence dans nos jeux. Mais sinon, ça n'est pas allé plus loin que ça. Et moi, je me rappelle, tu vois, pour rebondir sur le truc des cheveux, je me rappelle quand j'étais en primaire, alors moi j'étais en primaire en France, j'avais une très très bonne copine avec qui j'étais tout le temps, qui était d'origine arabe. Alors elle avait pas les cheveux bouclés, elle avait les cheveux lisses, justement. Et je me rappelle qu'une fois, il y avait un professeur qui lui avait fait la remarque qu'elle avait de très beaux cheveux. Et juste après, genre peut-être un mois après, on avait la photo de classe, la fameuse photo de classe. Et j'avais saoulé ma mère pour qu'elle me lisse les cheveux parce que pour moi, on lui avait dit que elle, c'était beau et moi, on m'avait rien dit. Donc pour moi, voilà, ce qui était beau, c'était des cheveux comme elle. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait la frange devant les yeux sur le côté. Alors, quand tu as les cheveux crépus et que tu essayes de faire une frange devant tes yeux, ça ne ressemble strictement à rien. Et donc ça, j'avais quand même conscience que c'était pas beau sur moi, mais que elle, quand elle faisait, il y avait vraiment la mèche là devant qui était toute lisse, toute jolie. Et j'avais saoulé ma mère pour qu'elle me lisse les cheveux. Je l'avais vraiment. Et ouais, ce que tu dis, ça me fait totalement penser à ça. Comme quoi, j'avais aucune représentation non plus, en me disant mais non, mais je peux être ce que je suis, c'est aussi la beauté. J'avais pas du tout ça et je voulais ressembler aux autres. Oui. Justement, ça tombe très bien que tu parlais de cette anecdote parce que c'est justement quelque chose contre lequel je lutte maintenant, ne serait-ce qu'auprès de mon entourage, de mes proches déjà, cette utilisation du mot avoir de beaux cheveux, avoir de jolis cheveux. Et je dis tout le temps maintenant, je répète à qui veut bien l'entendre, dès que j'ai l'occasion, qu'il n'y a pas un seul type de beaux cheveux. Tout le monde a de jolis cheveux. Tout le monde a de beaux cheveux. Il faut juste savoir comment prendre soin de son type de cheveux. Tous les types de cheveux sont beaux. Exactement. Et c'est très, très important de le dire parce que beaucoup de personnes, malheureusement, n'y croient pas et pensent qu'il n'y a qu'un seul type de cheveux qui puisse être beau alors que c'est totalement faux. Alors, on va revenir à toi et ton évolution. Quand tu étais plus jeune, est-ce que tu avais un rêve professionnel ou pas du tout ? Alors, j'ai eu plusieurs rêves. On va dire que en fonction des stades, enfance, adolescence, j'ai eu plusieurs rêves. Bon, je ne me rappelle pas spécialement maintenant. Je sais que quand j'étais au collège, j'ai envisagé un moment d'être architecte. Après, ça a encore changé. Et au final, c'est pas du tout ce que j'ai fait comme carrière. Et tu fais quoi ? Du coup, maintenant, je suis développeuse web. D'accord. Mais il y a un twist, parce que ce n'est pas comme ça que j'ai commencé ma carrière professionnelle. D'accord. Tu as commencé comment ? J'étais technicienne de laboratoire. Ah oui, d'accord. Donc, vraiment un grand écart. Voilà. Rien à voir. Et qu'est-ce qui a fait que tu as changé de voie ? Alors, déjà, j'ai été influencée, puisqu'on parle d'influence, ça tombe bien, j'ai été influencée dès le plus jeune âge. On entend beaucoup, il y a eu beaucoup ça, je pense que tu as dû l'entendre aussi, cette espèce de hiérarchisation des différents baccalauréats. Ouais. Déjà, on te dit, tu vas souvent être amené à entendre, le bac S, c'est le meilleur bac. Exactement. Voilà. Donc déjà, moi, j'ai eu un bac S. Donc voilà. Et ensuite, j'ai continué. Et on dit aussi qu'il vaut mieux faire beaucoup d'études, etc. Que voilà, plus tu fais d'études et plus tu as de chances de s'en sortir dans la vie. Ça, c'est très français comme façon de penser. Voilà, tout à fait. Et du coup, j'ai continué. Je suis partie à l'université à Cergy-Pontoise. Mais c'est pas une ambiance qui m'a plu. Donc du coup, je me suis réorientée vers un BTS.
continué ensuite vers la recherche médicale, mais pas de débouché. Donc, du coup, je suis revenue à mon BTS que j'avais eu et je suis devenue technicienne de laboratoire en laboratoire privé. D'accord. Et donc, j'ai exercé ce métier pendant 8 ans et par la suite, je me suis rendu compte que c'était plus une carrière. C'est pas que j'étais pas satisfaite, mais c'était plus une carrière par dépit, en fait. Ouais. Et je n'étais pas heureuse. Ce n'était pas une vocation, ce n'est même pas une passion. Donc du coup, je me suis posée et j'ai réfléchi à ce que je voulais vraiment faire, ce qui correspondait à mon besoin et ce qui me passionnait, ce qui me donnerait envie de me lever le matin, en fait. Ouais. C'est comme ça que j'en suis venue au développement web. Est-ce que c'est après 8 ans, parce que 8 ans, c'est pas rien quand même. Est-ce qu'après 8 ans, tu as quand même eu peur de ce changement? Alors, oui et non. Parce qu'en fait, 8 ans, c'est vrai que c'est pas rien, mais ce qui a fait que ça m'a pris 8 ans quand même, c'est que c'était surtout alimentaire, Ouais. en toute chose. Et donc oui, le côté je lâche un CDI pour me lancer dans une nouvelle carrière sans avoir un résultat garanti, ça peut faire peur, mais de notre côté, ce qui fait aussi peur, je ne sais pas pour toi, mais ce qui fait aussi peur, je pense, c'est de s'enterrer dans quelque chose qui ne nous plaît pas. C'est vrai, c'est vrai. Et comment tu as fait pour... quel a été ce process pour trouver ta nouvelle vocation? Comment tu as fait quand tu t'es posé? Est-ce que tu as demandé de l'aide à des professionnels pour savoir vers quoi te réorienter? Ou est-ce que ça a été une introspection personnelle par rapport à ce que tu aimes? Comment tu as fait? Alors, ça a été un peu de tout ça. Donc, je ne suis pas allée jusqu'au bilan de compétences. Ouais. Je me suis renseignée, parce que nous sommes à l'ère d'Internet, du coup, je me suis renseignée sur la réorientation professionnelle, sur les débouchés dans divers secteurs, qu'est-ce qui pouvait me convenir. Dis-toi bien qu'à un moment, j'ai envisagé de devenir PNC. Ah, c'est vrai? Oh, cool. Ouais. Je suis allée jusqu'à visiter une école dont je ne me rappelle plus le nom, mais je suis allée la visiter. Et ce qui m'a arrêtée, en fait, c'est que comme j'ai dit, j'ai ma propre personnalité et j'ai une personnalité qui avait dû être un petit peu bien contre mon gré, lissée et un petit peu effacée par rapport au métier de technicienne de laboratoire, qui est quand même assez strict et assez cadré, donc avec pas un uniforme, mais quand même la blouse, c'est quand même un uniforme. Mm-hmm. Et le fait qu'on ne puisse pas avoir pas trop de fantaisie. Et de plus, je travaillais dans une structure où pas de tatouage apparent, pas de piercing. Ouais, voilà, pas de... quoi. Voilà. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est quelque chose parce que j'avais déjà des piercings à l'époque et je devais les cacher la semaine et les remettre le week-end. Or, ça fait ça fait quand même partie de ma personnalité. Donc, j'avais l'impression de devoir gommer une partie de ma personnalité et je me suis dit, est-ce que je suis vraiment sûre que je veux repartir dans cette optique, en fait, de pouvoir à nouveau cacher ma personnalité au travail, en fait. Je comprends. Et est-ce qu'aujourd'hui, tu es heureuse dans ce que tu fais? Tout à fait. Donc, je pense que je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai changé de carrière. C'est génial. Donc, en plus, tu es vraiment au plus près des réseaux sociaux, en plus. Oui, parce que c'était déjà quelque chose qui... disons que c'est quelque chose dans lequel je suis tombée de plus en plus par ce changement de carrière. Parce qu'avant, c'était pas... J'ai mis un peu de temps à m'y intéresser. D'accord. Est-ce que tu te souviens du premier réseau social que tu as utilisé? Et pourquoi tu l'as utilisé? Alors, j'allais dire MSN, mais c'était un troll. Non, le premier réseau social sur lequel je me suis inscrite, c'était Facebook. Ouais. Et j'avais 22 ans. Donc, ça faisait quand même déjà 2 ans qu'il avait explosé en France, puisque Facebook, ça date de 2006 et ça a vraiment explosé en 2008. Ouais. Enfin, il a été créé en 2004 et il a mis quand même 4 ans à exploser en France. Donc, du coup, moi, j'étais quand même assez méfiante envers les réseaux sociaux.
parce que j'entendais déjà, c'était les prémices et quand on sait très bien que quand les gens ne connaissent pas trop quelque chose, n'ont pas trop d'expérience, on a tendance à s'en méfier, à essayer à se dire de faire attention, à pas trop en dévoiler. En tout cas, moi, dans mon entourage, c'était vraiment ça. Ouais, d'accord. La méfiance était de mise. Donc, j'ai mis du temps à m'y intéresser. Donc, je me suis inscrite en 2010 sur Facebook. Ok. Et comment s'est passée ton expérience au début? Au début, c'était surtout pour retrouver les amis de lycée, parce que j'étais en France hexagonale. Mm-hmm. Et j'avais un peu perdu de vue des amis du lycée qui s'étaient un peu éparpillés, et puis les amis d'enfance aussi. Ouais. Parce qu'on s'était un peu perdu de vue, et c'était le moyen de retrouver les gens, de rediscuter, d'avoir les discussions. Et toi, qu'est-ce que tu deviens? Comment ça se passe, ce genre de choses. Voilà. Et donc, tu commences avec Facebook en 2010. Comment tu perçois l'évolution des réseaux sociaux? Parce qu'après, il y a eu un boom. Comment toi, tu as perçu ça? Alors pour moi, c'était génial. Je pense que chaque personne les personnes qui sont à l'origine de ces réseaux, que ce soit Facebook, Twitter, Instagram, ça part d'une bonne intention, qui est à la base de rapprocher les gens qui ne sont pas forcément proches géographiquement. Ouais. Déjà, et puis de partager du contenu, de partager des passions, de pouvoir faire entendre son opinion. C'est clair. Et de libérer la parole sur des sujets. Justement, en parlant de libérer la parole, on est passé à une période où les blogs ont explosé. Et justement, le blog, c'est ce qui redéfinit, à mon sens, le journalisme. Et on est passé du journalisme à Instagram avec la guerre des likes et tout ça. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, là, en 2021, les réseaux sociaux définissent encore, sont encore le reflet de notre société? Ou est-ce que tu penses qu'il y a eu une évolution qui, comme tu le disais, nous mettait en contact avec les autres et qu'on a perdu ça? Ou est-ce qu'au contraire, on y est plus que jamais actuellement? Alors, on peut choisir de voir les choses que ce soit tout noir ou tout blanc. Moi, je pense que c'est plutôt du coup, ça se voit plutôt en gris pour le coup. Ça rapproche parce que ça peut te permettre de dialoguer avec quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, en Australie. Sans problème, dans le décalage horaire, mais ça peut aussi avoir tendance à éloigner certaines personnes de la réalité. C'est vrai. Et ça, c'est paradoxal, mais je pense qu'il faut savoir garder un juste milieu dans les interactions qu'on a avec les autres et dans le rapport qu'on a aux réseaux sociaux aussi. Mais comment on fait, par exemple, pour des jeunes, des adolescents qui, je pense, sont vraiment nés avec les réseaux sociaux, qui pour eux, c'est leur quotidien. Comment on arrive à prendre du recul en se disant, OK, il y a les réseaux sociaux, il y a ce côté positif où je suis en lien avec de vraies personnes, mais en quelque part, c'est pas la vraie vie. Comment on arrive à dire ça aux jeunes qui nous écoutent? Ben justement, je pense que c'est bien pour pouvoir s'en détacher, d'avoir un point d'ancrage dans la réalité. En fait, d'avoir des passions qui ne passent pas forcément par les réseaux sociaux, d'avoir un système, un entourage, un système de soutien extérieur aux réseaux sociaux qui permettent de garder, pour moi, un point d'ancrage dans la réalité. Ça, c'est important. De ne pas laisser nos jeunes, en fait, passer tout leur temps et toute leur vie exclusivement sur des applications dans le digital et dans le virtuel, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai un ami qui me racontait une fois, ça remonte cette histoire, mais qui me racontait qu'il y avait un match de foot. Et en fait, avec des potes à lui, il s'était donné rendez-vous chez lui pour regarder le match. Et il me dit que tout le monde arrive, les boissons, les machins, tout ça. Ils sont dans le salon, le match commence. Et il me dit qu'à un moment, il a halluciné parce que tout le monde était sur son téléphone en train de commenter le match qu'ils étaient censés regarder. Et le pire, c'est que, en fait, ils ont un groupe WhatsApp
alors il y avait 2-3 personnes qui n'étaient pas là, mais ils étaient sur le groupe WhatsApp et sur Internet en train de commenter le match au lieu de vivre le match. Et il me dit, sur le coup, je me suis dit, mais on a un problème. On est là entre nous, on est sur le téléphone pour parler du match qu'on est censé regarder entre nous. Et c'est vrai que ça arrive tellement souvent de ne plus vivre le moment présent, d'être totalement déconnecté parce que on a soit envie pendant un concert de plutôt filmer plutôt que de regarder le concert, ou au restaurant, le premier réflexe, ça va être de prendre une photo de ce qu'on mange plutôt que de profiter du moment. Et c'est vrai que c'est important. Je suis totalement d'accord avec toi de dire que ce soit à nos jeunes ou même moins jeunes. Alors oui, c'est bien d'avoir des souvenirs, mais finalement, le meilleur souvenir que vous aurez, c'est celui que vous allez vivre réellement et pas celui qui sera enfermé dans une petite machine. Et c'est tellement dommage des fois de voir ça ou de voir des gens dans des restaurants qui se parlent pas, mais qui sont sur leur téléphone. Et j'ai envie de dire, mais profitez du restaurant, profitez de l'autre. Et ouais, c'est hallucinant. Oui, et à ça, je te répondrais que justement, les réseaux sociaux ont eu, comme je disais, ça part d'un bon sentiment. Et puis, il y a eu, comme souvent, il y a eu des dérives. Ça a dérivé vers le fait qu'on veut montrer, plus que vivre la chose, on veut montrer qu'on la vit. C'est ça, exactement. On a besoin de montrer aux autres. Voilà, on a besoin de montrer aux autres qu'on vit quelque chose, alors que, comme tu disais, paradoxalement, du coup, vu qu'on est en train de montrer, on est occupé à montrer qu'on le vit, on ne le vit pas réellement. C'est ça qui est dingue. C'est ça qui est dingue. Oui. Est-ce que tu regardes ou tu lis les médias dits traditionnels, par exemple la télé, les journaux papier, ou est-ce que tu es vraiment plus tourné vers par exemple les films sur Netflix, des choses comme ça? Alors, moi, j'ai des goûts qui sont assez éclectiques, donc je regarde de tout. Cependant, les médias traditionnels, enfin, dits traditionnels en tout cas, tels que les journaux télévisés, etc., j'ai tendance à ne plus trop être consommatrice de ce genre de médias et à aller chercher l'information par moi-même, soit par le biais de sites internet d'un média, ou alors pas forcément sur le site de médias ou de presse. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui, sans avoir de diplôme de journalisme ou autre, sont aussi des bons relais de l'information. Ouais. Et pourquoi tu ne regardes pratiquement plus par exemple, le journal télé? Parce que c'est souvent, comme pour tout média et comme pour toute personne de toute façon, c'est biaisé. Ouais. Il y a un choix de ligne éditoriale, il y a des choix éditoriaux qui sont faits avant de prendre l'antenne, et des sujets qui seront traités aussi à l'antenne, et aussi du point de vue qui sera mis en avant. Ouais. Dans le traitement du sujet. Donc, je pense que c'est à prendre avec du recul et garder un esprit critique sur ce qui est dit, et toujours aussi croiser les informations, recroiser les informations, donc par le biais de différentes sources. Et je ne regarde plus trop les médias traditionnels parce que c'est à des heures fixes, et j'ai pas forcément à ce moment-là le temps d'être posé devant ma télé à 20h pour suivre le JT. Donc je préfère encore avoir le choix de retourner voir le journal télévisé si j'ai envie, au moment qui me paraît opportun. Mais c'est pas tout ce qui sera traité dans le journal qui m'intéresse. Donc plutôt que d'avoir à subir un sujet pour arriver au sujet qui m'intéresse, je préfère encore aller chercher l'information par moi-même. Je suis totalement d'accord avec toi. Et en plus, le truc, c'est que je pense qu'on est de plus en plus nombreux à faire comme toi. Est-ce que tu penses qu'on arrive à la fin des médias traditionnels? Alors, non, parce que je pense que on y viendra peut-être certainement un jour. Je ne sais pas, je peux me tromper. Je pense qu'on y viendra certainement un jour, vu que les générations se succèdent. Mais je pense qu'il reste encore pas mal de personnes qui sont attachées à ce genre de médias, à avoir leur petit JT à 13h et à 20h, à avoir leur journal papier, leur petit magazine. Il y a des habitudes qui sont fortement ancrées, surtout en France.
j'ai l'impression. Et même, je regarde en Martinique le France-Antilles, voilà. Ça, c'est important. Le France-Antilles, moi, je sais que dans ma famille, le France-Antilles, le samedi, c'est quelque chose. Ouais, c'est le rituel. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai que moi non plus, je t'avouerai que comme toi, je sais pas si on arrivera à la fin des médias traditionnels. Il y a les puristes, tu sais, qui aiment. Alors moi, je fais partie de ces puristes qui, par exemple, aiment beaucoup les livres papier. Donc je peux comprendre que des gens préfèrent les magazines, les journaux papier. Je peux le comprendre parce que je fais partie de ces gens-là. Mais c'est vrai que voilà, il y a une certaine nostalgie à regarder son journal de 13 heures. Et puis, je trouve que on n'a pas le même ressenti quand on va aller sur Internet, sur un site d'information, que devant. Bon, Jean-Pierre Pernaut n'est plus là, mais quand il était là, la sensation n'est pas la même. Donc, peut-être qu'il y en aura encore, peut-être qu'ils vont évoluer aussi. Ce serait bien. Mais ouais, comme toi, je sais pas, j'ai pas de vision à long terme, même si je pense que les médias modernes vont prendre le pas tôt ou tard parce que c'est ce qui fonctionne et on tend à aller vers ça. Et justement, concernant les médias modernes, alors moi, en plus, qui suis sur YouTube, il y a quelque chose qui me frappe par rapport aux médias dits normaux, entre guillemets, télé. Je vais parler de la télé. Sur YouTube, par exemple, si je prends cet exemple-là, il y a des créateurs, créatrices de contenu qui font des scores, mais juste dingues. Par vidéo, on peut aller à entre 500 000, voire 1 million de vues par vidéo, ce qui est énorme. Et malgré ce succès, quand ces créateurs, créatrices de contenu vont sur les médias traditionnels, ils sont pris de haut. Et je trouve ça quand même dingue. Donc, est-ce que tu penses que les gens de la télé n'ont pas la même vision que nous, ou est-ce que tu penses que pour eux, ça reste quand même quelque chose de très sacré, la télé, et qu'on ne peut pas comparer les deux? Alors, il y a plusieurs points de réflexion sur ce sujet. C'est vrai qu'effectivement, les youtubeurs souffrent de la réputation qu'avait YouTube à ses débuts. En fait, les premiers youtubeurs, c'était plutôt du loisir. C'était pas un métier, et je pense que beaucoup sont restés. Enfin, quand je dis c'était pas un métier, je nuance mon propos en disant que ce n'était pas considéré comme un métier. Ouais, avant, ouais. Et avant, c'était pas considéré comme un métier, c'était plus du loisir, c'était plus un tel fait des vidéos, mais parce que ça le passionne, ce n'est pas ça qui lui permet de vivre en fait. Et je pense que les médias, bien qu'ayant conscience, parce qu'on va pas se mentir, on est quand même en 2021, bien qu'ayant conscience de l'évolution et du succès de l'ampleur qu'a pris YouTube, essaie justement en réaction de défense de maintenir les créateurs et les youtubeurs dans cette position en leur disant oui, écoute, t'es bien gentil, tu fais des millions de vues sur YouTube, c'est bien gentil, mais bon, écoute, on sait que c'est pas un vrai métier, quoi. Ouais, c'est dingue, hein. Oui. Oui, tout à fait. Je pense que c'est une réaction de défense en fait, ouais. Pour bien garder pour tenter de garder un clivage entre YouTube et la télé, en sachant que ils ont, comme je disais, ils ont conscience de l'ampleur qu'a pris YouTube, parce qu'on remarque que pas mal de médias dits traditionnels ou issus ou dérivés de chaînes télé ou de grands groupes médias essaient de se faire leur petite place aussi sur YouTube maintenant. Exactement. Ou des fois font appel à des youtubeurs pour être chroniqueurs dans des émissions, des choses comme ça. Voilà, tout à fait. Donc le passage d'une plateforme à une autre existe déjà. Ouais. Et est possible. Avec plus ou moins de succès, mais c'est possible. Pour toi, c'est quoi un influenceur, et est-ce que c'est quelque chose de négatif selon ta vision des choses? Et pourquoi? Alors non, ce n'est pas quelque chose de négatif, selon moi. Pour moi, un influenceur, on est tous plus ou moins l'influence de quelqu'un, de toute façon. On peut être l'influence de notre entourage. Un parent est l'influence de son enfant, par exemple. Ouais.
ton frère ou ta sœur peut être ton influence aussi. Donc, c'est un influenceur, ce n'est pas forcément quelque chose de mal. C'est quelqu'un dont l'opinion va t'importer parce qu'elle fait autorité sur un sujet. Ouais. Si je peux m'exprimer ainsi. Donc non, ce n'est pas forcément négatif. Après, ce qui a donné une connotation négative à ce mot en fait et à ce métier, c'est les dérives que certaines personnes ont pu apporter. C'est-à-dire? Donc, par exemple, on prend l'exemple des réseaux sociaux. Mm-hmm. Il y a les youtubeurs et les youtubeuses, comme à ton instar, qui se sont fait une place sur YouTube en publiant du contenu, en créant du contenu de qualité, en créant des contenus sur des thèmes qui intéressent des personnes qui étaient en demande sur certains sujets. Et il y a aussi, parallèlement à ça, il y a l'émergence l'ampleur compris les personnes de télé-réalité, par exemple. Malheureusement, ouais. Oui, malheureusement, qui ont pris pas mal d'ampleur et qui sont arrivés sur les réseaux sociaux. Donc, et s'étant fait connaître par ce biais, par la télé-réalité, qui pour moi, tu me pardonneras, je pense, franchement l'apologie du néant. C'est ça, totalement. Je suis d'accord. Je n'aurais pas dit mieux. Donc, ces personnes sont arrivées sur les plateformes, sur les mêmes plateformes que toi et que d'autres influenceurs, et sont suivis souvent par des personnes, par du public très jeune, et ce qui leur donne une base et un following absolument monstrueux, puisqu'ils se sont fait connaître par la télé, etc., et qui se sont permis on va pas diaboliser le sponsoring ni les placements de produits, mais se sont permis des choses, des dérives qui ont mené à donner à ce mot d'influenceur, à ce nom, à ce métier, une connotation négative. Ouais, clairement. Mais selon toi, comment on peut réussir à redorer le blason de ce mot influenceur? Comment faire pour que l'image soit à nouveau positive? Donc, c'est déjà en disant à qui veut bien l'entendre et en éduquant les gens à faire un distinguo entre les influenceurs créateurs de contenu et les gens qui se sont fait connaître pour aucune raison valable, en fait. Je ne vois pas comment le dire autrement, qui se sont fait connaître juste parce qu'ils sont eux. Mm-hmm. Juste parce qu'ils sont pas de plus-value, quoi. Il n'y a pas une valeur ajoutée à leur... il n'y a pas de création, et en plus, en tant que tel, il n'y a pas de création de contenu, en vrai. Ouais. Quand on regarde bien, je ne suis personne de la télé-réalité, mais je suis par contre des comptes qui alertent sur ces dérives. Ouais. Et quand on regarde par exemple une story d'une personne de télé-réalité, je n'ai rien contre le fait qu'elle montre sa vie, ça, ok, on le fait tous plus ou moins sur les réseaux, ou une portion de vie, parce que je persiste à dire que les réseaux, ce n'est pas la vraie vie. En revanche, c'est à 80%, allez, moi, de mon impression, c'est à 80% du placement de produits, des attrape-nigo. Moi, en tant que personne extérieure, je me dis, mais c'est pas ce que j'ai envie de voir, moi. Ouais. En fait, on a l'impression d'être face à des panneaux publicitaires H24. Voilà. Et pour répondre à ta question, pour redorer le blason, déjà faire le distinguo entre les personnes qui créent du contenu et qui apportent une valeur à ajouter à la plateforme sur laquelle ils créent le contenu, que ce soit YouTube, Instagram, peu importe, et les personnes qui sont juste là pour se faire du fric, en fait. Ouais. Sans éduquer, en fait. Moi, c'est pour répondre à ta question, c'est vraiment éduquer les gens. D'accord. Faire le distinguo et éduquer les gens, leur apprendre à reconnaître quand c'est uniquement du marketing, quand c'est une arnaque, leur apprendre à savoir, par exemple pour cette histoire de placement pas de placement de produits, mais de dropshipping par exemple, à savoir quels sont ce n'est pas le dropshipping illégal, est-ce que c'est moral? Ouais. C'est une autre question, mais par contre, à connaître leurs droits en tant que consommateur, savoir reconnaître, par exemple, si un site web, et là pour le coup, je suis concernée, et tombe et rentre dans les rangs de la légalité,
par exemple? Est-ce qu'il y a la présence de mentions légales, de conditions générales de vente, de la domiciliation de la société, ce genre de choses, c'est des choses que malheureusement leur public qui est très jeune il n'y prête pas attention. Ouais, clairement. Justement, en parlant de public très jeune, si un jeune vient te voir, puisqu'en plus, toi, tu es sur des plateformes, si un jeune vient te voir en te disant, moi, je veux être influenceur, voilà, c'est le métier que j'embrasse, je veux être influenceur, quel conseil tu lui donnerais? Déjà, étant donné que moi, je ne suis pas influenceuse, je lui dirais d'aller chercher déjà l'aide auprès de poser la question à quelqu'un qui est vraiment compétente dans le sujet. Moi, à la rigueur, ce que je pourrais faire, c'est l'orienter vers des influenceurs, des leaders d'opinion en qui j'ai confiance, et que je sais qui peuvent, dont l'opinion sera valable. Et sera fiable surtout. Et surtout, je vais lui conseiller de se lancer dedans en connaissance de cause, en sachant que c'est pas facile, que ça ne va pas, ça paye rarement tout de suite. Je pense que je confirme. Je pense que tu pourras le confirmer. Ça paye rarement. C'est pas instantané. Ce n'est pas instantané. Ce n'est même pas garanti. Ça dépend. Il faut trouver son public. Il faut que le public accroche. Et puis surtout de ne pas, je lui dirais de rester authentique, de ne pas essayer de vendre du rêve, et surtout de se lancer sur un sujet qui le passionne en fait. Parce que je pense que ce qui distingue les influenceurs, les vrais, donc les créateurs de contenu authentiques, des autres, ce sont des personnes qui se sont lancées parce qu'ils avaient quelque chose à dire, une passion à partager sur un sujet qui vraiment c'est un sujet qu'ils vivent au quotidien, c'est quelque chose qui les passionne, c'est quelque chose sur lequel ils ont envie de partager, qu'ils ont quelque chose qu'ils ont envie de partager au plus grand nombre. C'est vrai. C'est avant tout, je pense que ce sont surtout des gens qui sont animés par la passion. Ouais. Très bon conseil. Aujourd'hui, quel réseau social ou quels réseaux sociaux tu utilises le plus et pourquoi? Alors, moi, pour le coup, je suis sur plusieurs plateformes. Je dis de moins en moins Facebook parce que je trouve que c'est un réseau social qui vieillit mal, mais ça, c'est mon opinion personnelle, mais qui vieillit mal, et puis parce que pour des raisons éthiques, je n'ai pas trop confiance en Facebook. Paradoxalement à ça, je suis très très souvent sur Instagram, qui appartient maintenant à Facebook. Mais surtout parce que à un moment, j'étais sur Snap, et j'ai trouvé qu'Instagram, avec notamment l'apparition des stories, a fait un effort vraiment qui a porté ses fruits, parce que du coup, même si Snapchat historiquement est à l'origine de ce concept de stories, j'ai trouvé que Instagram l'a fait évoluer beaucoup plus vite et de façon beaucoup plus fluide que Snapchat. C'est vrai. En intégrant la possibilité de mettre de la musique, les différentes polices, la possibilité d'animer le texte, etc., etc. Je trouve que Snapchat, mais bien qu'à l'origine des stories, a pris trop de temps à prendre le train en marche sur l'évolution logique des stories, en fait. Ouais, clairement. Et du coup, pour le coup, ça je suis souvent sur Instagram parce que je partage mes passions, et que comme Instagram, c'est un réseau surtout d'images, donc du coup, ça permet de publier du contenu en photo, des petites vidéos, en story ou en publication, pour partager rapidement et de façon assez concise ses passions, les sujets qui nous animent. Donc oui, je suis sur Instagram pour cette raison, et je suis sur Twitter pour effectuer plus de ce côté-là professionnel, ma veille technique. Du coup, sur Twitter, mes réseaux sont assez scindés, en fait. Ils ont chacun un but, ils ont chacun un but différent, en fait. Ok. On arrive déjà à la dernière question. Si on ne devait retenir qu'une chose des réseaux sociaux, des influenceurs, en tout cas concernant le sujet d'aujourd'hui, pour toi, ce serait quoi? Alors, je dirais que quelque chose que je répète assez souvent, les réseaux sociaux, c'est avant tout du divertissement. C'est pas la vraie vie. Donc,
je vais préciser, c'est du divertissement pour moi, à mon échelle, c'est du divertissement. Ça me permet de voir un peu ce qui se passe autour de moi, dans mon groupe d'influence, comme je disais, parce que je ne suis uniquement que des personnes auxquelles j'estime m'identifier à plus ou moins un certain degré sur des sujets qui sont assez variés. Et c'est pour moi c'est plus c'est de l'information et du divertissement. D'accord. Mais ce n'est pas la vraie vie. Donc je garde aussi une certaine distance en me disant que les influenceurs partagent ce qu'ils ont envie de partager. Exactement. Ils ne partagent pas toute leur vie H24, ce n'est pas possible. Il faut bien qu'il ait leur vie privée. De la même manière que moi, je ne partage pas, bien qu'être active tous les jours sur Instagram, je ne partage pas toute ma vie sur Instagram. Donc je garde toujours cette distance en me disant, ce n'est pas la vraie vie. C'est une partie de vie, c'est une portion de vie, c'est même à mon échelle, on sait très bien que il y a un certain prisme, il y a une certaine scénarisation de ce qu'on montre aussi. Exactement. Donc tout ça c'est pour moi c'est du divertissement, et les réseaux sociaux ne sont pas à prendre au premier degré d'une manière générale. Ouais. En tout cas, merci pour ce moment. Merci d'avoir partagé ton point de vue qui était vraiment très, très intéressant sur ce sujet. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que je ferai appel à d'autres personnes qui me suivent parce que finalement, comme je le dis dans l'introduction, l'idée de ce podcast, c'est de mettre en avant des gens qui brillent, mais les personnes qui me suivent brillent tout autant que celles que j'ai l'habitude d'inviter. Donc vraiment, merci à toi, Claudine, d'avoir pris ce moment pour nous donner ta vision des choses concernant les réseaux sociaux. Merci à toi, Tia, de m'avoir reçue. Alors, vous pouvez retrouver ma pause café avec Tia. On change de jour avec cette année 2021. On passe au lundi. Donc, retrouvez ma pause café avec Tia tous les lundis sur toutes vos plateformes de podcast et bien sûr sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine.